Des policiers amènent 2 personnes et on leur plonge dans les jambes. On fait irruption dans la pièce principale et ces gens-là, quand ils nous ont vus, nous ont regardés et ont redoublé de cris. Ils ont tellement hurlé. Bande de salauds, quelle honte de s'en prendre à des enfants! Rachel Gédinac a 94 ans. Aujourd'hui, elle va souvent en classe pour raconter aux élèves son histoire et celle de sa famille. Elle avait 6 ans lorsque l'armée allemande est entrée dans Paris. C'était en 1940, au début de la Seconde Guerre mondiale. Et elle en avait 8 lorsque ses parents ont été emmenés par la police française pour être déportés vers les camps d'extermination d'Hitler. Rachel Gédinac est juive. La rafle du Veldiv, la faim, la peur, les dénonciations. Elle raconte ici ce qu'elle a vécu avec sa sœur de 1940 à 1944 à Paris pendant l'occupation nazie. Il y avait des petites rafles par-ci, par-là. Mon oncle m'avait appris à reconnaître les hommes à mine patibulaire, à savoir les collaborateurs, ceux qui étaient pour le régime nazi et le régime de Pétain. Eh bien, portaient souvent des chapeaux melons avec des imperméables ou des vestes en cuir. On les reconnaissait. Moi, je les sentais à 100 mètres. Alors, quand je voyais ces gens, ces personnes débouler dans une rue, je courais dans une rue adjacente ou alors dans un Porsche. J'ai appris à courir vite, malgré ma petite taille. Alors, je portais toujours mon étoile parce que les voisins savaient que j'étais juive. En automne, j'essayais de tricher et en hiver, l'écharpe. Et quand je voyais, voilà, je la tirais un peu pour qu'on la voie quand j'arrivais à l'école. J'ai appris à jongler avec mon écharpe. Alors à l'école, je veux le dire quand même, c'est important. La directrice de mon école nous a réunis. Nous n'étions plus que 4 ou 5 petites filles juives à l'époque dans l'école, après la rafle du Veldiv. Ma grand-mère, ne se rendant pas compte du danger, m'a remise à l'école. Et la directrice nous réunit dans son bureau et dit « Si la dame de service vient vous chercher, vous la suivez en courant. Et pas un mot à vos camarades, à personne. Vous retirez vos affaires et vous partez en courant. » Et à 2 ou 3 reprises, nous sommes descendus avec la dame de service dans la cave de l'établissement scolaire, qui était immense. Alors merci à ma directrice d'école, elle a pris des risques en faisant cela. Et la vie continue pendant quelques mois. Mes grands-parents étaient très âgés, mon grand-père ne bougeait pas de son fauteuil, était paralysé d'un côté. Et on a vécu très difficilement. Il m'est resté une tante, un oncle et leurs enfants. Alors, ma tante et mon oncle étaient eux-mêmes cachés dans une chambre de bonne avec leur fille aînée, qui était résistante. Et ma tante nous envoyait parfois, par des gens, des filets chargés de provisions. Je me demande comment on aurait survécu si ma tante ne nous avait pas envoyé quelques provisions. Il fallait payer notre nourriture avec de l'argent, mais aussi avec des tickets de rationnement. Et ces tickets, on avait intérêt à les garder tout le long du mois, parce que si on dépensait tout de suite, on ne pouvait plus rien avoir, aucune denrée alimentaire. Donc, il fallait faire très attention. Nous étions rangés par catégorie, à savoir qu'il y avait des cartes d'alimentation pour les bébés, pour les J1, J2, J3, ce qui veut dire jeune. Moi, j'étais J2, ma sœur J3. Il y avait une carte pour les adultes, pour les vieillards, et chacun avait des rations différentes. C'était la guerre. Et les bons produits partaient pour l'Allemagne. Donc, ça a été la croix et la bannière, on peut dire, pour trouver un peu de nourriture. Mais bon, nous avions tous les interdits. Les lois, les décrets étaient tombés contre nous sans arrêt.
nous avions le droit de faire nos commissions seulement entre 3 heures et 4 heures de l'après-midi. Or, imaginez, en temps de guerre, où tous les Français manquent de tout, lorsque nous allions faire la queue dans un magasin, le rideau parfois était déjà baissé à 3 heures de l'après-midi, où il n'y avait pratiquement plus rien dans les magasins. On vivait dans la crainte, dans la crainte d'une rafle une autre nuit. On vivait dans la crainte d'être dénoncé. On vivait dans la crainte d'être bombardé. La crainte était constamment avec nous. Donc, ça n'était pas la joie. Et ma grand-mère elle a perdu presque tous ses enfants et ses petits-enfants. Donc, j'étais une des plus jeunes. Donc, ma grand-mère pleurait beaucoup. C'était la tristesse pour nous. Plus de parents, plus de maman, plus de papa. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Comment on va survivre? On n'a pas d'argent, on n'a pas de parents, on n'a rien pour acheter de la nourriture. Bon, on a survécu quand même. J'ai beaucoup maigri à l'époque d'ailleurs. J'allais malgré tout à l'école. Quelques mois après la rafle du Veldiv, arrive la deuxième rafle que j'ai vécue. Il y en a eu sporadiquement d'autres, mais c'est la deuxième grande rafle des Juifs, à savoir le 11 février 1943, donc quelques mois après la rafle du Veldiv. On vient chercher mon grand-père, ma grand-mère, ma sœur et moi. La police savait que nous vivions avec nos grands-parents. Police, la même chose, un en uniforme et un en civil. Allez, habillez-vous vite! Le grand-père, ne pouvant pas se lever, paralysé, on a poussé violemment son fauteuil sur le mur. Et ma grand-mère est complètement décontenancée, elle ne sait pas quoi faire. Dépêchez-vous, faites votre petit baluchon, on a encore plein de gens à prendre sur la liste. La même chose se répétait que lors de la rafle du Veldiv. Et puis nous nous habillions. Ça n'est pas la même rafle, elle a eu lieu en février. Il faisait très froid, les rues et la chaussée étaient... la neige s'était tassée et était devenue de la glace. Et je tombais fréquemment parce que les hivers étaient contre nous aussi, très rigoureux. Et on nous emmène à pied jusqu'au commissariat du 20e arrondissement qui était situé sur le côté de la mairie. Il y avait beaucoup de gens qui hurlaient après les policiers des noms d'oiseaux que je peux pas vous répéter, mais ça hurlait. Et nous, les Juifs, pour nous, on ouvre une trappe, je dis bien une trappe, et on nous fait descendre dans le sous-sol du commissariat. Là, il y avait déjà, dans mon souvenir, beaucoup de vieillards surtout, pleurant, grelottant, dans le froid, la pénombre. C'était cauchemardesque. Et nous n'étions que par chance, oserais-je dire, que 2 enfants à cet endroit, cette nuit-là. On en a arrêté partout dans Paris, des enfants, des femmes, et des vieillards. Nous sommes en bas, nous entendons les gens du dessus qui hurlent après les policiers. En fait, ces gens qui étaient arrêtés au niveau du commissariat étaient arrêtés la nuit parce qu'on arrêtait à tout va. Papiers, des gens qui brûlaient le couvre-feu, des gens qui avaient de faux papiers, des gens qui n'en avaient pas, des gens qui faisaient du marché noir. Pour différentes raisons, on arrêtait les gens. Ces gens-là ne risquaient pas, comme nous, la mort, mais ils risquaient gros quand même en temps de guerre, peut-être la prison. Et ça hurlait, et c'était vraiment violent. Les policiers amenaient à chaque fois 2 personnes, une personne, 2 personnes, les faisaient descendre, remontaient, refermaient la trappe. Ma sœur se tourne vers moi et me dit « Rachel, on va tenter le coup. Tu te rappelles ce que maman nous a dit ?»« Oui, essayez toujours de fuir. C'est ce qu'on va faire. »
Alors, elle me dit, quand les flics vont emmener d'autres personnes, avant qu'ils remontent, qu'ils referment la trappe, on va leur sauter dans les jambes. On va bien voir ce qui va se passer. On prévient notre grand-mère, qui est heureuse de nous voir tenter quelque chose, et c'est ce qu'on a fait. Des policiers amènent 2 personnes, remontent, et on leur plonge dans les jambes. On fait irruption dans la pièce principale, on voit que le haut de notre corps, les jambes encore dans l'escalier. Et ces gens-là, quand ils nous ont vus, nous ont regardés et ont redoublé de cris. Ils ont tellement hurlé. « Bande de salauds, quelle honte de s'en prendre à des enfants !» Ça hurlait. Les policiers, de l'autre côté, j'en garde l'image, avec le commissaire, ils avaient encore leur liste à la main. Et ça criait tellement, c'était assourdissant, qu'au bout de quelques minutes, je pense que les policiers et le commissaire en ont eu ras-le-bol. Et on nous a crié « Fichez le camp !» Alors c'est ce que j'ai écrit dans mon livre. La vie tient parfois à 3 mots. Fichez le camp. Ma sœur a harangué les gens qui nous avaient défendus et a dit « Notre grand-mère est en bas, c'est elle qui s'occupe de nous. On n'a plus nos parents, on les a emmenés. » Et nous sommes repartis accompagnés par un policier parce que c'était encore l'heure du couvre-feu. Et le grand-père en larmes dans son fauteuil, c'était vraiment triste. 3-4 heures après, notre grand-mère revient, débarque. Elle ne comprend pas, elle ne sait pas pourquoi on l'a libérée, elle toute seule. Que s'est-il passé? Ma sœur et moi, on a tout de suite pensé que c'est parce que ma sœur avait dit aux gens, notre grand-mère est en bas, c'est elle qui s'occupe de nous. Ces gens, voyant qu'ils avaient gagné pour 2 enfants, ces gens, je ne pourrais jamais remercier, des anonymes, ont dû continuer à hurler, vous relâchez 2 enfants dans la nature, qui va s'occuper d'eux? Il n'y a pas d'autre explication. Rachel, c'est une mini-série du podcast Ma vie d'ado. 7 épisodes inédits qui accompagnent le dossier consacré aux adolescents dans la guerre dans le numéro 1202 d'Okapi.